Bon, bah ouais, par quoi commencer? On va pas se mentir, Insidious est l'une des dernières franchises emblématiques du monde de l'horreur. Elle est vraiment devenue mythique, en imposant son univers complètement mystérieux et fascinant, que cela soit en exploitant tout le mysticisme autour du voyage astral, ou encore avec cette dimension du plus loin semblant être une sorte de purgatoire infernal pour des entités plutôt malsaines. Sans oublier les personnages, c'est le parfait mélange entre une certaine complexité et une certaine accessibilité pour le grand public. J'adore cette franchise, j'en suis amoureux. Et j'avais 12 ans quand le premier opus est sorti, et ça m'a complètement traumatisé. Et je parle même pas du deuxième avec la dame en noir, qui n'est même pas une dame en noir, mais plutôt un homme se faisant passer pour une femme. Enfin vraiment, c'était terrifiant pour l'époque. Et les deux premiers opus, ils étaient complètement en avance sur leur temps. Quoi, vous avez un problème? Ah oui, je vous ai pas encore dit bonjour, mais laissez-moi juste le temps de finir cette petite introduction. Bougez pas. Mais on va pas se mentir, après les deux premiers opus concoctés par la main de maître de James Wan, et bah le troisième et quatrième, ils n'ont pas vraiment fait l'unanimité. Il y avait des tonnes de bonnes idées, mais le fait que cela soit des préquels, bah ça gâche pas mal de surprises. On a l'impression qu'ils ont été faits pour être faits, et c'est un peu tout. Même si je dois admettre que j'aime beaucoup le troisième opus, avec le personnage de Queen. Et surtout cette scène, qui est pour moi profondément terrifiante. Ah putain, y a rien de pire que des bruits de pas. Mais les bruits de pas dans le noir, c'est le truc le plus terrifiant dans le monde. Ouais, je me livre un peu dans cette vidéo. Tout cela pour vous dire que j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce nouvel opus, Insidious 5. C'est le retour des personnages du premier opus, le retour de l'antagoniste à la tête rouge, le retour d'une franchise et d'un univers qu'on adore tous. Mais par pitié que ça soit une réussite. Et c'est maintenant que je vous dis bonjour. Hey, salut beau gosse. Hey, salut belle gosse. Aujourd'hui on s'occupe du cinquième opus de la saga Insidious. Je suis un brin excité, je suis tout humide. Nous sommes en 2010. Après avoir vécu l'enfer, avec l'arrivée d'esprits souhaitant prendre possession de leur corps, Josh et Dalton réussissent à échapper à cette dimension mystérieuse du plus loin. La famille des Lamberts peut enfin vivre tranquillement, et père et fils se sont fait hypnotiser pour oublier ce qui s'est passé. Oublier qu'ils possèdent une compétence astrale, et qu'une vie après la mort existe bel et bien. Et c'est sur cette base plutôt importante que commence l'histoire du cinquième opus de la franchise Insidious. Une dizaine d'années plus tard, Dalton a bien grandi. Il intègre une prestigieuse université américaine et possède l'âme d'un artiste. Sauf que, comme tout grand artiste, il est tourmenté, mais pas tourmenté psychologiquement, mais bien par quelque chose de réel, quelque chose proche d'entités démoniaques. Il n'est pas le seul puisque son père Josh se retrouve également dans la même position. Et c'est ainsi que père et fils, malgré les difficultés familiales et les tensions, ils vont devoir s'unir pour comprendre ce qu'il se passe. Se souvenir de leur passé, quitte à se remémorer des souvenirs qu'ils souhaiteraient définitivement oublier. Josh et Dalton vont de nouveau devoir affronter le plus loin pour se protéger. Plus vous vous aventurez loin, plus votre voyage devient dangereux. Et en fait, on a rarement été aussi impliqué dans une histoire au sein d'un film de la franchise. Parce que c'est plus comme avant, on a la sensation d'être de simples spectateurs qui vont suivre une famille. Là, ça devient quelque chose de personnel dans ce cinquième opus. On a la haine, on est énervé par rapport aux événements qui se déroulent dans le film. Parce que ce cinquième opus possède une teinte tellement funeste et mélancolique. Il n'y a pas de place pour l'amour ou pour des moments conviviaux. Josh et Dalton, ils possèdent une relation un brin compliquée, assez traditionnelle certes, mais qui marche plutôt bien. Disons que le père arrive pas à contrôler son fils, qui grandit, et que le fils n'a pas forcément envie d'écouter son paternel. De même que la famille, elle semble mais complètement éclatée. Tout le monde est seul et semble par moments désespéré. Et après avoir vu une famille unie dans les deux premiers opus, de les avoir vus heureux, avec un peu plus de légèreté, et bah là on se retrouve avec quelque chose de mélancolique et de profondément défaitiste. Comme si la victoire qui s'est déroulée à la fin du deuxième opus
elle n'avait jamais existé, ou pire, servi à rien. Et donc nous, les spectateurs, on a envie de savoir. Et donc la première partie du film va nous expliquer ce qui s'est passé, donc les tensions entre les différents personnages, comment ils ont évolué, et c'était un côté du film assez inattendu, parce que je m'attendais pas à retrouver une famille Lamberts au fond du trou en quelque sorte. Comme s'ils avaient passé plus d'une dizaine d'années au bar, à vider toutes les bouteilles au comptoir, et sans payer en plus. Attendez, mais c'est exactement ce que je fais tous les jours depuis au moins 20 ans. Et comme on est attaché au personnage, et bah forcément, on est beaucoup plus impliqué. Je vous le dis, ce film, il est beaucoup plus personnel et intimiste pour les spectateurs vis-à-vis des personnages. Et donc c'est assez facile de construire une histoire qui certes ne révolutionne pas du tout la formule, on va y venir, vous y inquiétez pas, mais qui en revanche réussit à être plutôt surprenante sur le développement des personnages. Et je le répète, et retenez bien cela parce que c'est ce que je dirais jusqu'à la fin de mes jours, mais à partir du moment où des personnages sont plutôt réussis dans un film d'horreur, même si la mise en scène elle est éclatée au sol, même si l'histoire elle est pas assez originale, bah en général ça permet de sauver un tout petit peu du naufrage un film, parce que c'est tellement rare d'avoir des personnages bien développés dans un film d'horreur. Et c'est tellement important parce que si j'aime pas les personnages, mais comment je fais pour avoir peur pour eux? Quand j'aime des personnages, j'ai pas envie de les voir mourir. Et donc le film s'amuse, notamment vers la fin, à nous faire peur avec Josh et Dalton. Et je serrais des fesses parce que je voulais pas les voir mourir. J'avais des gouttes de transpiration qui coulaient de mon dos jusqu'à ma raie des fesses, et avec la chaleur, bah ouais, c'est plutôt appréciable. Et je comprends pourquoi Patrick Wilson, donc l'acteur qui incarne Josh, il a souhaité réaliser le film. Parce que oui, le mec que vous avez devant vos yeux, donc tonton Patrick, il a joué dans le film tout en le réalisant. Mais quel monstre bordel! Il doit avoir une sacrée... comment dire, une sacrée... Non, je finirai pas cette phrase. On sent que ce qui l'intéresse, c'est tout le discours de l'œuvre autour de Josh et Dalton. En fin de compte, ce n'est pas vraiment un film centré sur la famille des Lamberts. C'est un film centré sur nos deux protagonistes masculins, Dalton et son petit papa. Tout le discours de l'œuvre, c'est de vous dire qu'un fils va toujours chercher à s'éloigner de son père pour devenir, pour devenir un homme. Mais même lorsqu'un fils cherche à s'éloigner de son père, au fond, il finira par devenir comme lui. Les fils sont des sosies de leur père et ainsi de suite. Et ce discours, il est plutôt bateau. Mais il est cohérent parce qu'il passe par des scènes de dialogue intéressantes et surtout par une mise en scène inspirée. Et ça, c'est pas rien. Et c'est pour cela que je vous dis que le réalisateur Patrick Wilson, il était complètement inspiré par ce discours de tel père, tel fils. Parce que les scènes dans Le Plus Loin, par exemple, elles fonctionnent. Mais la mise en scène, elle est pas toujours très inspirée. En revanche, quand il faut lier Josh et Dalton avec ce discours de l'œuvre d'un fils qui devient comme son père, là c'est profondément inspiré comme jamais. Il y a plein de moments où Dalton remplace son père dans la mise en scène, tout en faisant écho aux anciens opus. Dalton devient Josh, et il va devoir revivre ce que son père a déjà vécu par le passé, en étant cette fois-ci un adulte accompli. Et là, ça devient inspiré, la mise en scène se libère, et le discours de l'œuvre devient profondément intéressant pour le spectateur. Mais c'est pas un discours sur le remplacement, parce que c'est pas un film qui va nous mettre Dalton devant la caméra et tout faire pour nous faire oublier Josh. Parce que c'est ça, les deux doivent coexister, et ils sont aussi importants l'un pour l'autre jusqu'à la venue du générique de fin. Les deux sont liés et c'est presque la même personne en somme. Et c'est ça en fait, le paranormal, ça sert que de prétexte à développer ce discours sur le fait d'être père, de devoir protéger son enfant, et d'être un enfant, de devoir s'éloigner de son père tout en l'aimant toujours. Donc par rapport à cela, faut être honnête, le film possède un message qui est plutôt intéressant. Mais attention quand même, ne soyons pas trop excités, parce que de mon côté j'ai quelques petites déceptions, et tout n'est pas aussi tout rose, tout blanc, tout parfait comme je l'aimerais. C'est pas blanc comme neige ou blanc comme cocaïne. Je suis désolé pour cette expression. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que par moments, on a quand même un sentiment de déjà-vu. Et c'est problématique. En tout cas, c'est problématique de mon côté. Parce que Insidious 5, la porte rouge, se répète beaucoup avec la franchise. On réintroduit le monde paranormal. Nos personnages doivent se remémorer qu'ils sont des passeurs et qu'ils possèdent une compétence astrale, quitte à revivre par moments des scènes des premiers opus. Ils doivent se rappeler qu'un monde paranormal existe, avec la dimension du plus loin, jusqu'à devoir s'y rendre pour obtenir ou non une potentielle victoire. Même le personnage d'Elise, elle est en partie présente. Dans sa manière de faire, parfois, on va pas se mentir, c'est beaucoup trop similaire. Josh et Dalton, ils ont tout oublié, alors du coup le monde paranormal arrive pour les tourmenter, donc ils se renseignent, ils découvrent que ce sont des voyageurs astrales, ils doivent s'y rendre, affronter les antagonistes,
toutes les péripéties qui composent l'histoire, je suis désolé, mais elles ont déjà été faites dans les précédents films. Et je parle pas de l'histoire. Attention, je parle bien des péripéties, et c'est pas du tout la même chose. Parce que... Putain, comment expliquer ça? En fait, il y a un truc qui est extrêmement difficile dans le cinéma, c'est quand t'as un scénario, c'est d'emmener tes personnages d'un point A à un point B tout en faisant progresser le scénario. Bah dans Insidious 5, on les fait progresser en utilisant les mêmes choses, exactement les mêmes choses que dans les deux premiers films. Et donc forcément au niveau des péripéties, ça crée un sentiment de déjà-vu qui est plutôt proche de la déception de mon côté. Et pourtant, quoi qu'on pense d'Insidious 3 ou même d'Insidious 4, eh bien ils apportaient de la nouveauté, quitte à parfois trahir le concept de base, mais au moins cela permettait d'avoir un renouvellement. Par exemple, le fait que le monstre du 3 souhaite conserver l'héroïne dans le plus loin, et non prendre possession de son corps. Bah cela renversait en partie les codes de la franchise. C'est pas une entité qui veut venir dans notre monde, non, c'est une entité qui souhaite avoir de la compagnie dans son propre royaume paranormal. Idem dans le 4ème, où le fantastique était beaucoup plus présent, avec une entité possédant des pouvoirs beaucoup plus, beaucoup plus magiques si je puis dire. Ce sont plein d'exemples qui prouvent qu'on peut bouleverser un tout petit peu les codes pour proposer de la nouveauté. Vous savez, c'est un peu le même syndrome que Halloween 2018, qui s'inspire complètement de l'Halloween de 1978 avec quelques nouveautés. Les péripéties sont exactement les mêmes. Michael il s'échappe de l'hôpital, il fait un carnage dans la ville d'Haddonfield et tombe sur une héroïne qui lui résiste, jusqu'à ce que tout se termine dans une sordide maison. Scream 5 aussi, c'était clairement dans ses péripéties le premier film, mais avec quelques nouveautés. Et je dénigre pas du tout ces films, c'est vraiment pas mon propos. Mais on dirait que par moment, bah ouais, Insidious 5 fait la même chose pour se faciliter un tout petit peu la tâche, ou pour faciliter son scénario à un tout nouveau public qui ne connaîtrait pas forcément les premiers films. Mais en fait, il a pas besoin de faire ça, parce que Insidious c'est un univers complexe, avec plusieurs niveaux de lecture, un monde fragmenté sur plusieurs dimensions. Il y a tout d'abord notre monde, notre réalité, ensuite il y a tout simplement celle du plus loin, et enfin tu as le repère des démons, et tout cela forme une espèce de sainte trinité parfaite. Tu peux donc créer de l'originalité, et avoir des péripéties nouvelles avec un tel univers aussi fantastique. Et pour le moment, je dois admettre que ça a été une grosse déception, en tout cas de mon côté, sur la manière de construire le récit. Et donc est-ce que je suis le seul à avoir ressenti ce sentiment de déjà-vu? Et du coup ouais, je vous pose la question à vous derrière votre écran. En plus, vous avez l'air d'être plutôt sexy. Et c'est dommage, car en dehors de la construction des péripéties qui sont un peu trop similaires à ce que nous connaissons déjà, eh bien Insidious 5 réussit à produire une certaine fascination pour les spectateurs. Cela commence avec les monstres, qui sont de vrais monstres, et pas des humains avec quelques blessures ou des cheveux trop longs qui cachent leur visage, ou je ne sais quel autre truc pas inspiré du tout bordel. Non, là vraiment il y a du travail, de la manufacture, une direction artistique qui est travaillée. On cherche à construire des créatures infernales, ce qui permet de rendre l'univers plus fantastique et donc beaucoup plus fascinant. Il y a par moments on se croirait presque à Silent Hill, ce qui est un énorme compliment. Et cela passe aussi par les visions et les interventions du monde spirituel qui sont beaucoup plus travaillées, et ça, ouais, mes amis, pour être honnête avec vous, j'ai complètement adoré quand ça se produisait. Dans les premiers films, les interventions du monde spirituel, elles sont très bonnes, mais on a parfois l'impression que ce sont toujours de simples esprits qui se cachent derrière une armoire, ou qui font tomber des objets un peu au hasard. Là non, dans Insidious 5, c'est tellement plus violent, comme si notre monde fusionnait avec le monde des esprits. Quand Dalton il se fait tourmenter, c'est comme si Freddy Krueger prenait le contrôle de son esprit, et qu'il plongeait dans un monde extraordinaire, sans vraiment le vouloir. Quand Josh il se fait tourmenter, c'est comme s'il entrait dans une dimension aussi étrange que celle de Silent Hill, et cela sert à la fois à leur remémorer ce qui s'est passé il y a plus d'une dizaine d'années, et surtout de leur rappeler que ce sont des passeurs, tout en intégrant un univers beaucoup plus fantastique pour la saga. C'est vraiment deux mondes différents, le nôtre et celui du plus loin qui fusionnent pour devenir une porte d'entrée terrifiante pour les démons vers notre réalité. Alors que dire de tout cela? Alors, Insidious 5 possède de nombreuses qualités, et je pense qu'il va beaucoup plus plaire au grand public
que le 3e ou 4e opus par exemple. Que cela soit dans son univers, son discours qu'il développe sur le fait d'être père, le fait d'être un fils, et vous avez compris la chose. En fait, c'est ça, il se contente pas d'être un simple film d'horreur avec des esprits. Il va beaucoup plus loin que cela, et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais il aurait pu être tellement plus extraordinaire, en s'éloignant de ce qu'on connaît déjà de la saga, notamment dans ses péripéties, en modifiant un peu le schéma, pour pas qu'on ait par moments ce sentiment de déjà-vu. Parce que sans cela, je vous assure qu'on aurait obtenu une aventure absolument exceptionnelle. Et c'est justement quand il s'éloigne de ce qu'on connaît déjà, qu'il développe ses propres idées nouvelles, qu'on plonge dans la nouveauté, et donc la surprise. L'acte final, il prouve cela à lui tout seul, avec de la peur, des émotions, et une implication des spectateurs qui est tellement plus forte. On est impliqué dans une histoire qui nous dépasse, mais dont malheureusement, on maîtrise déjà tous les codes. C'est pour cela que je pense qu'il va demander du temps, pour savoir s'il mérite d'être placé à la même hauteur que les 2 premiers opus. Alors, ouais, peut-être que mes attentes étaient beaucoup trop importantes parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga, et peut-être que j'ai un peu surévalué la chose, j'ai fait ce qu'on appelle de la branlette intellectuelle. Parce que moi je voulais pas d'un opus qui soit bon, c'est ça qu'il faut que je vous dise et qu'il faut que vous compreniez sur l'ensemble de cette vidéo, je voulais pas un film qui soit bon, je voulais un opus qui soit complètement légendaire. Et je peux pas nier la qualité de certains passages ou même de certains discours, mais il y a une part de moi qui me dit au fond de moi, au fond de mon âme, au fond de mon cœur, bah tout ça pour ça. Tout ce marketing autour de la franchise, de la fin de la famille des Lamberts, etc. Tout ça pour ça. Donc ouais, pour moi, personnellement, c'est un film qui va demander un peu plus de temps que d'habitude, et qui va me demander d'être plus mesuré pour savoir si oui ou non je l'ai vraiment aimé, ou si au contraire, bah je vais pas le mettre dans le panthéon de la saga, ou si peut-être à l'inverse, un jour, il va rentrer dans mon top 3 de la franchise. Et je vais pas vous mentir, je pense que c'est l'une des critiques les plus difficiles que j'ai eu à faire. Parce que souvent on aime bien avoir quelque chose oh c'est trop bien, j'ai adoré. Ou alors on a l'inverse. Oh putain c'était horrible, j'ai complètement détesté. Et avec ce Insidious là, il y a une sorte de juste milieu un peu étrange, et le ratio entre j'aime ou j'ai détesté, il est un tout petit peu plus difficile pour moi à balancer en quelque sorte. Et donc tout ça pour vous dire que ouais, parfois en sortant du cinéma, bah tout n'est pas tout rose, des fois on se dit pas putain c'est extraordinaire, des fois on se dit pas putain c'était dégueulasse, parfois certains films demandent du temps, parfois c'est juste moyen, et c'est pour ça que je suis content de faire cette vidéo, parce que je vais pouvoir avoir vos retours, vous allez pouvoir m'aiguiller, me dire si j'ai raison, si j'ai tort, et ça va être cool à découvrir, votre ressenti sur cet opus, à savoir si vous êtes comme moi dubitatif, ou si au contraire vous êtes encore une fois complètement excité, ou encore une fois complètement en train de vous dire mais qu'est-ce que c'était que ce film de merde? Putain j'ai hâte d'avoir vos retours. Donc ouais, la morale de l'histoire, bah ouais, dans le cinéma parfois il y a des expériences où on ressort de salle, et on n'est pas prêt, on sait pas trop ce qui s'est passé, et c'est juste moyen, et on sait pas sur quel pied danser. Bon, j'arrête avec ces expressions parce qu'encore une fois, ça fait un peu branlette intellectuelle. Eh bien écoutez les amis, c'était je pense l'une de mes critiques les plus difficiles de la chaîne, et j'espère que vous avez passé malgré tout un bon moment, que j'ai réussi à être clair dans mes explications parce que j'avais beaucoup de pression. Vraiment, je suis un amoureux de cette franchise, et j'ai essayé de vous le montrer à travers cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film, si vous comptez aller le voir ou non dans les commentaires, n'hésitez pas à faire la propagande de la chaîne, vous connaissez comment fonctionnent les codes de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la petite cloche de Pâques, comme ça vous recevrez un chocolat peut-être le week-end, on sait pas trop ce qui se passe. Et puis d'ici là, je vous invite à prendre soin de vous, vraiment, sincèrement, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous partout, merci de votre gentillesse, merci de vos commentaires, de tous vos messages, etc. Vraiment, c'est quelque chose de très important pour moi, et ça me comble de bonheur, et j'espère vous apporter un tout petit peu de joie à travers de ces vidéos qui sont... mes vidéos qui sont pas terribles quand on y réfléchit, bordel. Bref, c'était Méromain, on se retrouve d'ici quelques jours pour une vidéo qui sera, je l'espère, légendaire. Bref, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao bene les amis.